là par cette affaire, justement, des négros. Ce que vous décrivez chez les réfugiés, c'est extrêmement fort. Moi-même, personnellement, j'ai connu, parce que quand j'ai créé le mouvement citoyen, en 2002, on allait travailler avec les réfugiés. Et nous avons, imaginez-vous tout ce temps-là qu'ils ont attendu. Et c'est nous, avec l'aide de la coopération luxembourgeoise, notre organisation a eu à faire les branchements en eau potable et mettre des robinets là-bas. Ces gens ont beaucoup souffert, même avoir accès à l'eau, avoir accès je ne sais pas, au minimum. Ce n'était pas possible. Et les institutions des Nations Unies doivent être critiquées, parce que parfois aussi, ils font preuve vraiment de fumisterie, il faut l'admettre. Et quand on met de bout en bout ce que disait le dernier gouverneur général de l'AOF, Mesmer, à propos des Mauritaniens, en disant aux Blancs Mauritaniens, faites vite, parce que vous allez être dépassés par les Noirs qui ont fait des études, alors que vous n'avez pas fait d'études. Et quand on voit l'attitude des institutions des Nations Unies, etc., on se demande parfois si la crise n'arrange pas une certaine vision du monde qui est là. Et cette vision du monde a porté préjudice, je termine Ousmane, a porté vraiment préjudice aux négros mauritaniens. Alors je ne sais pas, qu'est-ce qu'il faut dire de tout ça? Est-ce qu'aujourd'hui les choses sont rentrées en ordre? Parce que nous aussi, avec les ONG, nous travaillons beaucoup sur les résidus de l'esclavage, etc. Les problèmes ne sont pas encore complètement résolus en Mauritanie. Et peut-être le livre de Ndiawar va nous permettre de rouvrir le débat. Et comme nous voulons construire, et comme le veut le professeur Barry, l'unité dans cette sous-région, peut-être aussi c'est le moment aux négro-africains de s'organiser pour véritablement reposer les problèmes. Et s'il le faut, Senghor voulait d'un étang tampon entre le Maroc et le Sénégal, on a la Mauritanie. Peut-être il faudra penser, si on peut redéfinir la géopolitique, je l'ai dit, je n'y crois pas beaucoup, mais je l'ai dit. Par exemple, si le Sahara occidental retourne au Maroc, pourquoi ne pas mettre une partie de la Mauritanie en Afrique noire et puis l'autre partie, justement, rejoint l'Afrique du Nord? Peut-être que là, on aurait moins de difficultés et de problèmes. Je vous remercie. De fait, et d'avoir créé cette collection qui s'appelle Intellectuels et Savoirs, et d'y avoir accueilli Ndiawar Kane, qui a toutes les qualités, évidemment, pour figurer dans cette collection. Merci également à Ndiawar d'avoir demandé à ce que je sois panéliste aujourd'hui, ce que j'accepte évidemment avec grand plaisir. Mais me tournant vers vers Ousmane, et en me remémorant quelque peu mon époque où j'étais plus jeune et peut-être plus radical, il y a une expression qui était très usitée et qui consistait à parler de filon prometteur. Dans le monde de l'édition, le filon prometteur désignait des auteurs qui étaient généralement assez jeunes et dont on pensait que la production littéraire allait connaître des succès de librairie. Je n'aimais pas du tout cette expression parce qu'elle me semblait connoter une idée de marchandise qui renvoyait à ce que l'on appelait, dans le langage des situationnistes, la société du spectacle, l'aliénation marchande, le règne du profit, de la marchandise, y compris de la marchandisation de la culture. Je n'aimais donc pas cette expression, mais voilà que paradoxalement, c'est l'expression qui me vient à l'esprit lorsque je lis les œuvres de Ndiawar et que je pense à Ndiawar comme écrivain. Et si j'étais à votre place, Ousmane, éditeur, je me serais empressé de le fidéliser en lui proposant des contrats qui les lient à moi pour quelques années à venir, parce que, de toute évidence, c'est un filon prometteur. Mais ne parlons pas toujours des contrats en public, parce qu'entre filon et filou, il n'y a que la dernière lettre qui change, et peut-être il faut que nous nous gardions d'évoquer cela en public. Pour revenir sur un mode plus sérieux et sur l'ouvrage qui est lancé aujourd'hui, je vais dire tout de go que ce livre, je l'ai aimé. J'ai reçu ce livre un samedi.
il était 13 heures. J'étais sur l'avenue Blaise Diagne, à l'intersection avec l'avenue El Hadj Malick Sy, quand j'ai reçu un appel téléphonique de Ndiawar le jeune, Abda Ndiawar, qui m'a dit « Tonton, j'ai un livre pour vous ». J'ai dit « Un livre de qui ?» Il me dit « De votre ami Ndiawar ». Je me suis tout de suite arrêté et je ne sais par quel rodéo ou gymkhana, 5 minutes après cet appel téléphonique, Abda Ndiawar Kane était derrière moi. Il avait peut-être reçu les bénédictions de la mosquée omarienne, puisqu'il m'avait dit qu'il n'était pas loin de la mosquée omarienne. Et il m'a remis ce livre, il était 13 heures. J'étais en train de faire des courses, je suis rentré chez moi en fin d'après-midi, et j'ai commencé à lire ce livre, il était 18-19 heures. J'ai fini de le lire à 23 heures, un samedi, et le lendemain, j'ai envoyé une note à Ndiawar en lui disant combien j'avais été captivé par ce livre, captivé au point de laisser refroidir le Lathiri Ako qu'une bonne âme et amie à moi m'avait préparé et dont j'ai fait un usage immodéré habituellement les samedis. Ce jour-là, je ne l'ai pas mangé parce que j'étais plongé dans la lecture de ce livre. Et s'il fallait résumer le livre d'une phrase, je dirais que c'est un livre informé, d'abord. Ndiawar parle des choses qu'il connaît. Et je reviendrai sur quelques-unes de ces choses. C'est aussi un livre qui informe. Il est informatif et il est éclairant. Sur bien des sujets, on a une perspective originale et intéressante. Je le trouve équilibré. On a parlé d'objectivité. Je ne crois pas que ce soit le bon terme, mais je dirais qu'il est équilibré. Et je dirais qu'il est également inspirant parce qu'il contient en lui-même les termes de son propre dépassement. Et c'est donc pour toutes ces raisons que j'ai aimé ce livre et je le trouve particulièrement fascinant et je ne peux qu'en recommander la lecture à ceux qui viennent de l'acquérir. Mais le ton est donné dès le départ. Et dès le départ, il est clair que nous avons, avec ce livre, un ouvrage qui traite d'une réalité complexe. Le titre aligne 3 termes, 3 mots, le fleuve, un mot, refuse, un verbe, et de séparer, qui sert de complément. C'est une phrase d'une très grande simplicité, mais chacune de ces 3 notions renvoie à un champ disciplinaire précis. Le fleuve dont il est question, c'est bien sûr le fleuve Sénégal. C'est un fleuve qui n'est pas banal. C'est un fleuve, c'est le 2e fleuve le plus long d'Afrique de l'Ouest, 2e après le Niger. C'est un fleuve qui se parcourt 1100 km entre le contrefort du Fouta Djallon où il prend sa source et l'Atlantique où il se jette en passant par le moyen, la haute vallée, la vallée, le delta. Et c'est un fleuve qui n'est pas banal parce que ce fleuve, il est connu depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, mais en même temps, il reste très mystérieux. Il est présent dans les contes et légendes de toutes les populations riveraines de ce fleuve, il est présent dans leur cosmologie et il a la particularité d'être un fleuve qui à la fois ressemble à lui-même. Il est comme tous les fleuves, on ne s'y baigne jamais 2 fois parce que tout coule, mais il est différent et identique en même temps. Il est différent et identique d'un lieu à un autre. Lorsque l'on est à Mbagne, lorsque l'on est à Kaïdi, lorsque l'on est à Rosso, lorsque l'on est à Saint-Louis, pour évoquer le royaume d'enfance de Ndiawar, dont il parle avec émotion par moment, avec nostalgie, avec dérision par moment, on n'est pas à Bakel ou à Caille. C'est un autre fleuve que l'on trouve là. Il est impétueux à certains endroits, notamment en Guinée, où il prend sa source, mais il se laisse dompter dans la vallée, dans des casiers où vont pousser l'oignon et la canne à sucre. Et dans d'autres parties, il se laisse véritablement maîtriser et avec travers ses méandres, il arrose des berges comme s'il les caressait. Et ce fleuve, qui est capable d'être à la fois menaçant mais aussi chargé de douceur, ce fleuve marque évidemment
les terres, les terroirs et les territoires qu'ils partagent. Il n'est pas le même non plus en fonction des heures de la journée. La couleur du fleuve change à l'aube, à l'aurore, au crépuscule, lorsque le soleil est au zénith. C'est un fleuve identique mais différent que l'on trouve. Il n'est pas le même non plus, mais il est le même en fonction des saisons. Les odeurs du fleuve changent. Et ce fleuve, qui est donc source de vie, qui informe les vies des communautés qui en sont riveraines, ce fleuve, il n'est pas sous la plume d'Ndiawar un objet inanimé, il est au contraire un sujet et un sujet d'histoire. Et ce n'est pas étonnant que dans le titre qu'Ndiawar a donné à son livre, le fleuve refuse de séparer, que ce fleuve Sénégal soit le sujet. Et ce fleuve, il refuse. C'est le deuxième terme que l'on retrouve dans le titre. Le refus est un titre qui a une connotation négative. Refuser, c'est dire non. Mais en réalité, quand on y réfléchit bien, le refus est la condition pour qu'il puisse y avoir dialogue. Là où il n'y a pas de refus, il n'y a pas de possibilité de dialogue. Le refus est la condition d'existence de la société, de la citoyenneté, parce qu'il n'y a pas, sans la liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur, disait Beaumarchais, et sans la possibilité de dire non, il n'y a pas de liberté possible. Ce fleuve est donc devenu sujet, il devient la condition. Il refuse et, ce faisant, il ouvre la porte à un dialogue. Il permet une citoyenneté, et je crois que c'est aussi un terme important à considérer dans ce titre. Et en troisième lieu, le troisième élément de ce titre, c'est qu'au fond, qu'est-ce que refuse ce fleuve? Ce que ce fleuve refuse, c'est la séparation. Et je crois qu'il y a là un élément important à prendre en considération, parce que la séparation est, en sciences expérimentales particulièrement, un moyen d'analyse, un moyen de découvrir le réel, qui consiste à décomposer une réalité complexe en des entités simples que l'on peut maîtriser. Ça, c'est du point de vue des sciences expérimentales. Mais dans le texte et dans le contexte d'ici, c'est un concept opératoire. Et le concept opératoire renvoie à des enjeux de pouvoir. Séparer est un moyen d'affaiblir des communautés. Et ce n'est pas étonnant si les puissances impériales et impérialistes en ont fait un concept opératoire, parce qu'elles étaient parfaitement conscientes du fait qu'en séparant les communautés, en instaurant des barrières entre elles, elles affaiblissaient leur unité organique et du même coup les affaiblissaient. Et de l'érection de ce principe de séparation en mode de gouvernement, nous avons des exemples qui ont été tragiques. Le premier, sans doute, celui qui me vient à l'esprit en tout cas, c'est la vivisection qui a été opérée sous la forme de la course au clocher qui a démarré après la conférence de Berlin tenue en octobre 1884 et février 1885, si l'historienne le confirme. Mais l'autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est évidemment l'éclatement de la fédération, la balkanisation qui a été opérée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui a donné naissance à une espèce d'émiettement des peuples africains de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et c'était des formes archétypales d'une certaine manière, mais la forme achevée de la séparation, elle nous sera donnée par le régime de l'apartheid qui, en instaurant une séparation sur des bases raciales et ethniques, fera des communautés soumises à ce régime des victimes qui auront du mal à se relever de ces choses-là, et des victimes dont la culture, qui était plutôt celle de l'Ubuntu, de la communauté, aura été sacrifiée dans cette affaire. Il y a donc, je crois, dans le titre, évidemment, des références à la géographie. C'est l'aménagiste, le géographe aménagiste fait intervenir l'écologie. Le militant du mouvement démocratique
s'arme des lumières de la science politique pour comprendre les inégalités et les systèmes de domination, et le philosophe s'arme de la sagesse futanké pour comprendre qu'on ne devient soi qu'en étant avec les autres et que la séparation est quelque chose qui menace l'unité organique des communautés. Et je crois qu'il y a là une manière de rendre intelligible un ensemble que Edgar Morin aurait considéré de complexe. Et évidemment, pour arriver à une telle intelligibilité, Ndiawar a dû se doter d'un appareillage conceptuel que j'appelle le Nyeti Abdou de Ndiawar, comme celui qu'il porte. L'un de ses habits, c'est effectivement la géographie. Ndiawar est géographe et Penda l'a rappelé, Ndiawar est géographe et les biotopes du Sahel, il en a une connaissance approfondie. Mais Ndiawar, c'est aussi un militant politique pour qui la science politique permet de comprendre les systèmes de domination et ce qui paraît un oxymore, les démocraties inégalitaires qui ont cours dans le Wallo et le Fouta en particulier, et aussi cette philosophie du terroir, etc. Alors, si d'aventure l'éditeur, M. Khan, était assez habile ou assez proactif pour fidéliser Ndiawar, je lui dirais, faites-lui signer un contrat pour écrire 3 livres qui, chacun, développerait de manière plus affirmée, en quelque sorte, le tropisme qui est derrière le titre. Mais ce ne serait pas suffisant. Le filon aurait été exploité, mais il y a un dernier livre que Ndiawar pourrait écrire, c'est celui qui rassemblerait tout cela sous un fil conducteur, un fil d'Ariane qui serait le développement. Parce que je crois que, au-delà du Foutanké, au-delà du militant de la démocratie, au-delà du géographe, Ndiawar est aussi, et peut-être essentiellement, at the end of the day, un militant du développement. Et de cela, j'ai pu témoigner pour avoir eu le privilège de cheminer avec Ndiawar de 1978, je crois, jusqu'en 1985, une époque où tous les deux, nous travaillions pour le SILS, lui à Bamako, à l'Institut du Sahel, et moi à Ouagadougou, au secrétariat exécutif. Et j'ai pu porter témoignage de ce que les heures et les heures de débat que nous avons pu avoir dans différents endroits, au Sahel et hors du Sahel, m'autorisent à dire que bien avant beaucoup d'autres, Ndiawar avait sur le développement des positions avant-gardistes qui sont très proches de celles que l'on peut appeler, ce qui le rapproche du paradigme de la sécurité humaine qui a été popularisé récemment. Et ce paradigme de la sécurité humaine, il s'appuie sur 3 piliers. Le premier, c'est d'abord des équilibres qu'il faut préserver, les équilibres des écosystèmes. Et je disais tantôt que nul ne connaît la nécessité de préserver ces équilibres davantage que Ndiawar, parce que les biotopes du fleuve lui sont connus. Et cette nécessité de préserver les équilibres va l'amener à s'intéresser assez tôt à des questions telles que celles de l'aménagement pastoral intégré au Sahel, qui a été promu pendant longtemps par le regretté Albassalié Touré. Il va s'intéresser aussi aux cultures irriguées et à la protection des végétaux et à la nécessité de les promouvoir avec des méthodes qui ne soient pas écocidaires, mais qui soient plutôt respectueuses de la nature. Et le même souci des équilibres va l'amener à s'intéresser aux problèmes de population, avec notamment l'UZ, créé par Landing Savané, mais porté à un niveau inégalé par Pape Sir Diagne, dont la figure a été évoquée, qui restera avec Ndiawar, qui restera un ami fidèle de Ndiawar, et dont seule la mort a pu les séparer. Je me rends compte que j'ai peut-être dépassé le temps qui m'était... Bon, ben écoutez, je m'en tiens là. Je m'en tiens là, je n'avais pas tout dit, mais c'est pas grave. Oui, mais on le dira plus tard. Merci beaucoup. Merci. Le président des étudiants
À ses côtés, sur la table, il y avait Abdoulaye Bathily, avec un bonnet vert Cabral et un treillis. Il y avait les Djiboka qui venaient perturber les réunions sur le terrain de basket de l'université. Paloma, c'est un de mes repères, parce que je considère que je suis un enfant de mai 68. Je suis un de leurs poussins. Et c'est à leur exemple, et je suis heureux de pouvoir aujourd'hui siéger à leur côté, ce qui veut dire que je ne m'étais pas trop trompé de trajectoire. L'intelligence, le savoir, l'humilité nous rassemblent autour d'eux. Ce livre, ces livres devrais-je dire, parce que quand on le regarde bien, même dans le sommaire, il y a 2 parties et 2 conclusions. Si c'était un livre, il y aurait eu une conclusion. Il y a eu 3 chapitres consacrés à ce que j'appelle la belle vie, la jeunesse, l'adolescence, la formation, le bonheur. Et il y a une rupture qui est actée par la tragédie sénégalo-mauritanienne en 1989. Cette tragédie qui est résumée dans le titre, dans la mesure où on pourrait dire du titre, le fleuve refuse de séparer, le fleuve n'est pas une frontière, c'est un trait d'union. Et c'est en cela que le livre, c'est aussi un cri de colère. Mais comme tous les cris authentiques, il est inaudible. Le vrai cri, on ne l'entend pas, on l'éprouve. C'est une colère sourde, douloureuse, qui cherche les mots pour s'exprimer et faire sentir aux autres le désarroi ou l'incapacité à changer par soi-même la situation. Mais on la dénonce. Il dénonce ce que nous tous ici avons vécu dans nos chairs, parce que c'est nos familles. Quand on parle des 2 bords du fleuve, ce ne sont pas 2 pays pour nous. C'est un village au milieu duquel la colonisation, comme le rappelait Paloma, à Berlin, a tracé un trait. Un trait tellement dramatique que ces 2 frères jumeaux étaient l'un mauritanien et l'autre sénégalais. C'est vous dire qu'à Berlin, ils n'avaient pas bien regardé au moment de tracer le trait. Et je pense qu'il y a une des filles d'ailleurs de ces 2 jumeaux qui est là, qui étaient tellement jumeaux qu'on ne pouvait pas les distinguer. Or, l'un était gouverneur de Nouakchott et l'autre était le créateur de la SIB devenue la Sonacos au Sénégal, époux de Maïmouna Kane, ancien ministre au Sénégal. Donc cette tragédie-là, nous les avons vécues dans nos chairs parce que c'est nos familles. Je ne regarde pas mes cousins, frères et sœurs comme des Mauritaniens. C'est ma famille. Aussi simple que ça. Mon grand-père, à moi, d'ailleurs, si mon père avait tardé un peu de traverser le fleuve, on serait Mauritaniens nous-mêmes. Puisque son grand-père, son père, a vécu à Kaïli, y est enterré. J'y suis allé il y a quelques jours en pèlerinage et en traversant le fleuve dans une pirogue, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de 2 pays? Et on vous le fait sentir quand vous mettez le pied sur l'autre rive. Mais quand vous revenez, j'avais le livre avec moi dans la voiture, je me disais, mais oui, le fleuve refuse de séparer, parce que c'est le fleuve qui nous permet d'aller et de venir. Si le fleuve était une frontière, le fleuve refuserait de permettre à ce que tel ou tel traverse. Le fleuve est source de vie. Il organise le commerce, il organise la transhumance des bêtes, il organise le commerce des marchandises de Saint-Louis à Bakel et au-delà. Paloma l'a dit, le fleuve Sénégal prend sa source en Guinée. Et le fleuve, c'est vrai, a une identité qui change. Il prend la couleur des zones qu'il traverse. Il reflète l'humeur des personnes qui en vivent ou qui y vivent. Le fleuve a un langage qu'il faut ressentir et qu'il faut décoder. Le fleuve, on l'aime, mais on ne peut pas le détester dans la mesure où il nous fait vivre et survivre. J'ai dit que je ne dépasserai pas les 10 minutes parce que ce que j'ai voulu dire, c'est au-delà des complaintes, au-delà du cri de douleur de mon grand-père, moi étant le plus jeune, je peux pousser la témérité au-delà de ce que Penda a dit. Mais pourquoi cette frontière-là ne recule pas pour respecter l'identité des populations qui y vivent? Je ne voudrais pas être politiquement incorrect, mais à mon avis, construire l'avenir, parler du panafricanisme, ce sont des mots, si on n'arrive pas à donner à la vie de tous les jours une réalité. Si nous ne parvenons pas, par nos intelligences, par notre esprit de sacrifice et de clairvoyance, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que la préface a été écrite par un art, si j'ai bien compris. Et j'ai été heureux de savoir que c'est un art
qui a écrit, oui, que je ne connais pas, mais dont je présume qu'il est une personnalité très ouverte, voilà, qui a écrit cette préface. Et là, dans la préface, j'ai cru sentir un clin d'œil d'avenir. Que pouvons-nous faire avec les élites intellectuelles mauritaniennes blanches, parce que, dommage, il faut dire les mots durement, pour construire ensemble un rêve de renouveau de notre sous-région? Que des jeunes soient ici ou ailleurs en train de parler de panafricanisme sans oser aborder ces questions qui sont des questions de chair et de sang et de douleur, parce que nous avons perdu, nous, des gens de nos familles dans cette tragédie de 89. Nous avons perdu des amis. Certains sont ici, ils ne crient pas, comme mon grand-père Ndiawar, un cri retenu, mais ils ont souffert et souffrent encore. Que faire sur l'idée que Penda a dite pour que cette frontière recule, que cette zone-là soit une zone de fraternité et non de différence? La même chose pour les autres frontières sénégalaises. En Gambie, le fleuve aussi ne devrait pas nous séparer de la partie sud de notre pays. Il y a, à mon avis, des réconciliations à faire, et ce livre-là est un livre, à mon avis, d'une importance capitale, parce qu'il dit des choses qui nous touchent sans violence, ce qui n'est pas souvent le cas du discours ambiant, qui est vindicatif, qui cherche à accuser les autres sans prendre sur soi. Or, ce livre prend beaucoup sur soi. Je sais qu'en écrivant, grand-père Ndiawar a essayé de ne pas blesser, mais en disant des choses qui doivent évidemment être dites de manière définitive. On ne peut pas se complaire dans notre sous-région sur du politiquement correct. À un moment ou à un autre, il faudra que des Sérères comme Ousmane Sène nous aident à amplifier la voix de toutes ces populations qui sont au bord du fleuve depuis des années. Certaines sont réfugiées depuis des années, qui vivent dans la précarité. D'autres sont réfugiés aux États-Unis et partout ailleurs à travers le monde. Mais leurs racines, ils les ont laissées derrière. Ce livre est un acte de foi, à mon avis, dans l'avenir. Le fleuve refuse de séparer. Eh bien, refusons, nous aussi, de nous séparer. C'est tout ce que je voulais dire. Je suis touché par cette marque d'amitié et de considération. Le livre est un essai autobiographique. Mais en fait, j'ai hésité à l'écrire, mais j'ai été forcé gentiment après l'apparition du roman. Plusieurs amis et collègues m'ont demandé d'écrire autre chose parce qu'ils sentaient que j'avais encore quelque chose, comme on dit de façon triviale, dans le ventre et qu'il fallait le coucher sur papier. Ce que j'ai essayé de faire. Mais en le faisant, j'ai pensé à deux problématiques fondamentales. À travers l'autobiographie, il y a une lame de fond qui est constituée de deux problématiques, celle des frontières, et en particulier des frontières en Afrique, et c'est le cas du fleuve Sénégal. Et la deuxième problématique, c'est celle du vivre ensemble en Mauritanie. Les deux étant très liés. Et comme disait Baba tout à l'heure, en fait, quand on voit le livre, on pense qu'il y a deux livres. Qu'il y a la partie autobiographique et l'autre partie qui parle de cette expérience disons, des réfugiés mauritaniens au Sénégal. Ça semble tellement bizarre de dire ça, réfugiés mauritaniens au Sénégal, que la réalité nous rattrape malheureusement et
nous indique que c'est une réalité qui est encore vivante. Et pourquoi il y a eu cette partie, cette adjonction de cette partie? C'est parce que cette partie représente aussi les deux problématiques. La problématique de l'appartenance ou de l'identité des Foutanké, qu'ils soient d'une rive ou de l'autre, et la problématique de vivre ensemble et des problèmes qu'on a appelés au début des années 60 le problème noir en Mauritanie. On a ensuite appelé le problème de la coexistence entre les Arabo-berbères et les Négro-africains. On a donné plusieurs appellations, dont la dernière, c'est à la suite des événements de 89, qu'on a appelé le génocide des Négro-africains, le génocide des Halpularen d'origine mauritanienne. Je crois que la problématique des frontières a été bien expliquée, bien décrite par mon ami Alioune Sall, je l'appelais Paloma, et par le professeur Pellembo. Et ce sont des problèmes qui nous rattrapent aujourd'hui, et vous pouvez constater à travers les informations à la télévision qu'à travers le monde, il y a une résurgence de ces problèmes d'identité et de frontières. Et ce ne sont pas des problèmes faciles à résoudre, il est vrai, mais il faut peut-être bien les poser, et comme on dit, les problèmes bien posés sont à moitié résolus. Et je crois qu'il faudrait bien les poser. Et ce qui se passe disons, entre la Mauritanie et le Sénégal comme territoire coloniaux, il faut dire que le fait d'avoir délimité la frontière par le colonialisme français, ce fait a été remis en cause plusieurs fois. Vous savez, pendant plusieurs polémiques politiques entre les responsables, on a évoqué les différents décrets et arrêtés. Les décrets de 1905, le décret de 1933, surtout celui de 1933, qui est le dernier, et qui définissait la frontière au-delà de la rive droite mauritanienne. Donc, ce sont des problèmes qui ont été plus ou moins esquivés et qu'on croyait avoir résolus avec la décision de l'ex-OUA en disant qu'il ne fallait pas toucher aux frontières héritées du colonialisme. Et c'est une décision que maintenant la génération actuelle devrait revoir et devrait discuter. Concernant le vivre ensemble en Mauritanie, je préfère même m'étendre encore plus en Mauritanie qu'ici, mais c'est juste pour informer qu'il y a eu à plusieurs périodes de la vie, la vie très courte de l'existence de la République islamique de Mauritanie, il y a eu des crises, et le plus souvent ces crises se sont manifestées par des problèmes interethniques. Les principales, c'est 1961, 1966, je ne reviens pas sur ça, et 1989. Et à chaque fois, j'ai eu peut-être le malheur d'être présent d'être présent à ce tableau sombre de l'histoire politique de la Mauritanie nouvelle. Voilà en gros le fond de ce livre. Et j'ai failli le titrer en pulaar,
Mayo Wana Kerol. Et en Pulaar, on le dit souvent, et dans le texte je le dis, que le fleuve n'est pas une frontière. Et ça, moi je l'ai vécu pendant mon enfance, je l'ai vécu pendant mon adolescence, je l'ai vécu pendant mon âge adulte. Chaque jour, vous voyez des exemples de populations qui vont d'une rive à l'autre sans, disons, demander la permission à qui que ce soit. Et lorsqu'on a commencé à les en empêcher, ils étaient les premiers surpris de savoir qu'ils ne pouvaient pas aller cultiver sur la rive convexe de l'autre côté alors qu'ils habitent la rive concave. Et c'est-à-dire qu'ils habitent les hauteurs parce que le fleuve méandre, je parle un peu de géographie, et le fleuve méandre, et dans ces méandres, il y a une rive qui est plus haute que l'autre. Et la rive haute, c'est là où les populations habitent. Elles peuvent être sur la rive droite, elles peuvent être sur la rive gauche. Et sur l'autre rive, qui est basse, c'est là qu'il y a les terrains de culture. Donc c'est pour ça que les gens qui habitent ce qu'on appelle aujourd'hui le territoire sénégalais ont des terrains de culture sur la rive mauritanienne et vice-versa. Donc je pense que c'est cette trame que je voulais développer. Et je vais répondre un peu à le matelot. Au Fouta, à l'époque, sur le fleuve, il y avait de grosses pirogues avec des voiles. Et ces pirogues disons, fonctionnaient quand il y avait le vent, avec les voiles. Mais dès qu'il n'y a pas le vent, il y a des matelots qui étaient sur la rive avec des cordes et qui tiraient les pirogues. Et ça, ils le faisaient tout le parcours de Saint-Louis à Bakel. C'est pas possible. Oui, en s'arrêtant de village en village. Et c'est même un peu pittoresque, parce que dans chaque village, ces matelots s'amusaient à organiser des séances de lutte avec les villageois. Et ça égayait un peu l'atmosphère dans ces villages. J'ai eu la chance de connaître cette habitude-là. Bon, en tout cas, je suis très content de retrouver beaucoup de figures, dont celle de notre doyen Boubacar Bari, qui j'ai trouvé à la fac. Ils étaient un peu avant nous à la fac. Et je suis très, très content de voir qu'il est présent. Et toutes ces personnes qui sont venues pour me prouver leur amitié, et leur fidélité. En tout cas, je suis très content de leur présence et je vous remercie. Merci beaucoup. 64. Je suis partagé entre le Sénégal et la Guinée. Et ce qui m'a amené en réalité, nous pouvons résoudre l'équation d'écrire la Grande Sénégambie, à laquelle je pense fera la jonction des problèmes qui ont été soulevés ici par tous les participants et pourront, comment dirais-je, justifier la formule du Sénégal, le fleuve ne sépare pas. Maomara Kero, la rivière n'a pas de frontières, c'est une réalité. Et voilà, je voulais vraiment vous féliciter parce que vous me ramenez dans des souvenirs très lointains, mai 68, mais aussi très récents. Votre frère Yaya Khan, Maïmouna Khan, Aïda Sow, mon épouse qui était son conseiller. C'est dire que je suis très ému et je vous félicite de votre